bien sûr, vous avez promis une petite séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous challenger et sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, hein, puisque notamment sur l'énergie, vous avez certainement des questions qui n'ont pas été abordées. Donc voilà. Par contre, voilà. Et si vous pouvez formuler les questions de façon synthétique et rapide. Juste avant, comme je vous le disais, pour ceux qui sont un peu fatigués, qui ont un peu soif, vous pouvez aussi commencer à monter à l'apéro puisqu'on a une contrainte sur l'ascenseur. Et donc on se retrouvera, quoi qu'il arrive, là-bas dans 20 minutes. 9e étage. J'ai deux questions. Une question de plombier, c'est quoi penser ou quel est votre avis sur le risque du PEG saoudi, enfin de l'Arabie saoudite dollar. Et la deuxième, peut-être un peu plus sur ça, là. Que penser de Diane Vincent de Varoufakis? La première question sur le PEG saoudien. Déjà vous expliquer un petit peu de quoi on parle pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Aujourd'hui, la monnaie saoudienne est amarrée à la monnaie américaine. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas librement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un pays comme l'Arabie Saoudite qui a des revenus qui baissent énormément, c'est de plus en plus difficile d'arriver à maintenir le niveau de votre monnaie par rapport aux monnaies extérieures. Et donc la question se pose de savoir si l'Arabie Saoudite pourrait arrêter d'amarrer sa monnaie au dollar américain. Alors c'est une vraie question. À mon avis, c'est une question qu'on se pose peut-être un peu tôt. Parce qu'il faut bien avoir en tête une chose, c'est que l'Arabie Saoudite est en difficulté aujourd'hui, du fait de la baisse des prix du pétrole qui diminue fortement ses revenus. Il faut savoir qu'en fait, en 2014, on pensait que l'Arabie Saoudite ne laisserait pas le pétrole descendre en dessous de 80 $ parce que c'était le prix qui était indiqué dans le budget saoudien pour équilibrer son budget. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 30 $, 35 $, on est très nettement en dessous. Donc d'abord, ils ont révisé un petit peu leur budget, ils ont pris un certain nombre de mesures, mais surtout, l'Arabie Saoudite a deux avantages énormes pour supporter ce problème pour l'instant. Le premier, c'est qu'elle a d'énormes réserves de change qu'elle a accumulées pendant les années où elle a vendu son pétrole très cher. Donc aujourd'hui, on a des réserves de change qui sont de l'ordre de 600 milliards $, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est la première chose qui fait que l'Arabie Saoudite a la capacité de tenir. La question est quand le pétrole va remonter. Et là, je vous donne ma réponse. A priori, pour moi, le pétrole va commencer à remonter à partir d'avril, je vous l'ai dit, parce que les banques vont renégocier avec les pétroles de schiste, la production de pétrole de schiste va baisser, et que donc les prix du pétrole vont commencer à se réapprécier. Il va falloir que l'OPEP et l'Arabie Saoudite gèrent la situation pour que le pétrole ne remonte pas trop vite, pour ne pas trop vite redonner l'occasion au pétrole de schiste de recommencer à produire. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième énorme avantage de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la dette, qui est un problème énorme dans nos économies. L'Arabie Saoudite n'a quasiment pas de dette. Donc elle a commencé l'année dernière à faire appel au marché, elle a commencé à utiliser cette arme-là, et donc ça lui permet d'attendre au moins, on va dire, 1 an et demi à 2 ans, et de supporter la pression de ce PEG du rial saoudien par rapport au dollar, à mon avis pour encore au moins 1 an et demi, 2 ans. Je pense que d'ici là, le pétrole sera remonté et que l'Arabie Saoudite aura retrouvé une solvabilité. Le coût de production, pour faire très vite, le coût de production en Arabie Saoudite, il est aux alentours de 10 $. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que l'Arabie Saoudite a refusé de baisser sa production. L'Arabie Saoudite, à un moment, a dit, attendez les gars, vous êtes gentils, mais quand il y a un marché où il y a trop d'une matière première, celui qui doit arrêter de produire, c'est celui qui produit le plus cher, c'est pas celui qui produit le moins cher. Donc moi, je vais continuer à produire, et je vais mettre à genoux ceux qui produisent le plus cher. Naimi, le président, le ministre de l'énergie du pétrole saoudien, l'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit, vous avez aux Américains, vous avez 3 solutions, vous empruntez, vous améliorez votre technologie, ou vous partez. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça. La deuxième question, très vite, c'était... Alors, est-ce qu'un éconoclaste pense quelque chose de ça, Olivier? C'est une question très politique, hein, donc je me permets de donner mon avis, enfin, qui engage pas les autres sur ce point-là. C'est une position très claire, c'est on va faire une autre Europe sociale, vous repassez la vidéo du début, vous remplacez 35 ans d'Europe sociale, et puis ce sera 70 ans d'Europe sociale bientôt, quoi. Enfin, on voit bien qu'on est dans un mécanisme qui ne marche pas. Moi, il dit des choses très intéressantes sur l'aspect politique. Malheureusement, il n'en tire pas de conclusion sur le fait que ce qui n'est que l'organisation de Bruxelles ne marche pas. Enfin, en tout cas, marche pour Macron ou Hollande ou Valls, ça marche très bien. Hein. Aujourd'hui, c'est un optimum, l'organisation de Bruxelles, pour
Enfin, ça correspond bien aux souhaits, aux besoins d'une oligarchie financière derrière. Alors pour les peuples, non, absolument pas. Donc il faut plutôt en sortir et quitte à en créer autre chose de plus intelligent et de plus démocratique. Mais Varoufakis m'ont fait penser je dirais presque une femme battue qui retourne en fait voir son mari. Bon, bah, ça finira par 3 balles dans le dos, un de ces quatre, voilà, de quelqu'un d'autre. C'est tout, hein, ça marche comme ça. J'ai juste 2 petites questions, une qui s'apparente plutôt à la... D'accord, une question de la personne. Je vais dire la plus importante alors. C'est plutôt pour Olivier. Le propre de nos crises monétaires, de nos bulles monétaires, pardon, c'est que tant qu'on continue à les alimenter, elles perdurent. Et dans les dernières crises, si on suit l'histoire, il faut un événement macroéconomique quand même pour déclencher une crise. Et je ne vais pas vous demander de lire dans le futur, mais quel pourrait être cet événement macroéconomique pour la prochaine crise qu'on serait amené à implémenter. Vous avez aujourd'hui, je pense, 10 000 raisons qui joueront les détonateurs. Ça peut être de la géopolitique, ça peut être en effet un pépin à un moment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui vous propulse le pétrole à $200, qui va faire couiner un petit peu tous les pays, parce que je vous rappelle que quand on est en récession comme on l'est quasiment tous aujourd'hui, alors certains ont encore des doutes sur le fait que les États-Unis sont peut-être pas en récession, mais ils sont tout proches, mais ils sont pas encore, etc. Là, pour le coup, ça y sera vraiment. Donc, je pense que ça peut être ça, ça peut être un gros pépin dans les banques en Chine, parce que aujourd'hui, il y a un stock de dette pourrie colossal en Chine, avec un endettement qui a grimpé de façon qu'on n'avait jamais connue sur les 2, 3, 4 dernières années. Et donc on peut avoir un pépin de ce côté-là, on peut avoir un pépin, je vous rappelle qu'il y a encore 2 semaines, tout le monde serrait les fesses sur les banques italiennes, et voire même sur la Deutsche Bank, qui a un petit stock de produits dérivés qui est colossal. Donc 52 000 milliards. Voilà. Et donc ça représente quelques multiples de PIB. Et donc ça peut être ça. On peut se poser la question de savoir pourquoi M. Draghi a ressorti son LTRO. Je vous rappelle que le LTRO, c'est quoi? C'est principalement pour accorder du financement aux banques. Donc si les banques ont besoin de financement, alors qu'on nous vendait encore il y a quelques mois que les banques se portaient comme des charmes, qu'il n'y avait plus aucun risque, parce que les régulateurs étaient passés par là et qu'ils avaient évidemment fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait plus de risque. Donc ça peut être un problème dans une banque, ça peut être... Écoutez, ça peut être une explosion sociale, les Grecs en ayant un petit peu marre qu'on leur tape sur la tête. Ça peut être plein de choses. Enfin, à la limite, je dirais, peu importe. On ne le trouvera pas, de toute façon. On ne saura pas qui jouera le déclencheur. On sera probablement à côté. Donc je peux vous faire toute la liste et ça sera quelque chose d'autre, très probablement. Donc, mais peu importe. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un déséquilibre, on sait qu'on est dans une bulle. Bon, alors, qui allumera la mèche et qu'est-ce qui allumera la mèche? On s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat, c'est ce qui va se passer après. La seconde d'après, l'explosion, qu'est-ce qui se passe? Où on est? Et ça me paraît plus intéressant que d'essayer de jouer aux devinettes pour essayer de trouver qui a l'allumette et qui va allumer le bâton de dynamite. Voilà. Très court. Ce que dit Olivier là, c'est pas les éconoclastes qui le disent. Tout le monde est d'accord sur le sujet. Il y a le responsable de la revue économique de l'OCDE, il n'y a pas longtemps, qui a fait des déclarations sur le sujet. Donc, je ne pense pas qu'on peut le taxer d'être un grand dangereux criminel. Et il a dit, tout le monde
je le cite, tout le monde sait très bien comment tout ça va se finir. La question, c'est est-ce qu'on va y aller de façon ordonnée ou de façon désordonnée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et Olivier Blanchard, le chef économiste du FMI, l'avait dit en décembre 2013 et en mars 2014. En réalité, on a le choix entre une rupture majeure avec le modèle actuel ou alors des décennies de croissance molle. Voilà, c'est ça le choix aujourd'hui. Une remarque rapide sur les banques, puisque tu en parlais. Vu que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, donc ils étaient à 4, 3, 2, 1, ok, les taux baissent. Mais là, aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt de l'État suisse qui sont à moins 1%. Et des taux à 1 an, 2 ans, 3 ans sur les États allemands qui sont à moins 0,3, moins 0,4. Oui, mais un taux négatif, il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens sont prêts à perdre de l'argent pour prêter de l'argent à la Suisse. Mais ça veut surtout dire qu'ils sont prêts à perdre ça pour ne pas le laisser dans la banque. Parce qu'évidemment, ce truc rationnel, c'est-à-dire je laisse mon compte en banque à 0%. En tant qu'investisseur, je vais servir à mon client plus que moins 1%. Donc s'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils sont bien conscients qu'il y a de très graves dangers sur la solvabilité des banques, d'où les besoins de LTRO et d'aide de la Banque centrale. Quelqu'un se souvient peut-être que le 31 janvier dernier, la Banque centrale japonaise abaisse son taux directeur et le passe en négatif. Dans les heures qui suivent, un raz de marée, les gens se mettent à acheter du yen comme des fous. Bon, ces gens, évidemment, c'était pas les Japonais, c'était pas les Américains, c'était les Chinois, pour qui perdre 0,1% sur une devise, et 0,1% sur une devise, ça veut dire que vous perdez 1/366e de 0,10 chaque jour quand vous investissez dans du yen, mais ça valait mieux que de perdre 6,5% en 4 heures à Shenzhen, ou 7% sur le SSE à Shanghai. Donc il y a un moment, c'est toujours un arbitrage. Un taux négatif, oui, ça peut agacer, mais quand ça coûte 0,4% pour se protéger d'une catastrophe par ailleurs, eh ben, on paye. Je suis pas sûr que ça soit le plus fun d'investir sur le yen. Non, ça n'engage que lui. Petite question, entre guillemets, un peu d'actualité. On voit une société comme Valéant qui a eu de très très grosses pertes aujourd'hui. Et parmi les actionnaires de Valéant, il y a la BNS, la Banque nationale suisse. Et je voulais savoir si en tant que banque, une banque centrale pouvait faire faillite aujourd'hui. Réponse non. Et non, puisqu'elle imprime la monnaie. Donc pourquoi voulez-vous qu'elle fasse faillite? S'il y a un trou d'1 milliard, eh ben, ils vont vous imprimer 1 milliard. S'il y a un trou de 10 milliards, ils vous imprimeront 10 milliards. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en face, il y a de la dette. Et la dette, c'est vous qui la payez. Donc c'est pas grave. Donc rien n'est grave là-dedans. Une banque centrale, par définition, ne peut pas faire faillite puisque c'est vous, au final. Donc, et qui peuvent imprimer autant qu'ils veulent. Donc rassurez-vous. Alors en revanche, ça n'est pas le boulot d'une banque centrale de détenir des actions. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement tentant. Le jour où plus personne ne veut lui prêter de l'argent, il va bien falloir qu'elle le trouve quelque part. Dans votre poche. Pas forcément. Le problème de la création monétaire, c'est que les conséquences, elles sont très simples. Si vous imprimez, c'est tout bête, hein, il y a 100 de richesse qui est créée chaque année, mais globalement, vous imprimez 10 fois plus de billets, donc globalement, chaque billet vaut 10 fois moins. C'est tout bête. Donc une politique de création monétaire pendant longtemps, ça détruit la crédibilité de la valeur du billet de banque que vous avez dans la poche. Donc ça veut dire quoi en termes économiques? Ça veut dire que ça se finit dans l'hyperinflation. Ils vous rembourseront toujours, la dette, elle peut toujours être remboursée. Sauf que si ton 10 vaut 1, globalement, en fait, ça s'appelle rembourser en monnaie de singe. C'est ça, les politiques de création monétaire, ça se termine dans l'hyperinflation et la fuite devant la monnaie, en général. Ah, attendez, répartition, il y a beaucoup de gens derrière. Elle est très égalitariste chez nous. Un peu plus derrière encore, ça va, par là-bas. Bon, c'était peut-être pour quelqu'un. Non, je sais pas. Ouais. Je voulais savoir, en fait, on entend énormément parler de risques systémiques, mais on entend parler des causes potentielles, mais au fond, qu'est-ce qui se passe après la réalisation? Toutes ces histoires de 52 000 milliards détenus par la Deutsche Bank en produits dérivés, tout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand ils les perdent, les fameux 10% de ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je veux dire après ça, parce qu'il y a aussi... Après ça, c'est
En fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de Blanchard, l'économiste du FMI, non mais il dit des choses très sensées ce garçon. Il a dit en fait, si on veut pas des décennies de croissance molle et donc des décennies perdues, il n'y a que 3 solutions au problème qu'on a. Le premier, c'est la restructuration de dette, c'est-à-dire accepter d'abandonner une partie de la dette. D'accord ? Ça pose un problème, c'est que notamment, Pierre l'évoquait tout à l'heure, dans les fonds en euros par exemple, il y a beaucoup de dettes des États. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de cet argent qui va être perdue. La deuxième solution, c'est l'inflation. On a essayé avec les quantitative easing de la produire, on n'y arrive pas. Parce que la seule vraie inflation, en fait, c'est l'inflation par les salaires, et comme on le disait tout à l'heure, les salaires n'augmentent pas. Et la troisième solution, c'est la spoliation des épargnants. Je ne mens pas, hein, c'est dans les rapports du FMI, c'est Olivier Blanchard qui dit ça. Mais maintenant, si vous réfléchissez bien, tout à l'heure je disais, on va aller le chercher dans votre poche, Pierre disait non, il y a l'hyperinflation. Mais en fait, c'est la même chose. En fait, on va aller chercher l'argent là où il est. Qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un pays ? C'est l'épargne de ses habitants, c'est-à-dire votre argent. Question. Oui, alors 2 questions, oui, un peu plus loin. On recule. J'ai juste une petite... Les cancres sont au fond, ils ne posent pas de questions. Que pensez-vous du cours de l'or et de l'argent et des ETF qui sont liés Non, alors là, on est là jusqu'à 22h30. Deuxième question. Et comment se préparer à ce crack ? Comment se préparer avec votre argent qu'est la Deutsche Bank, c'est ça ? Alors réponse courte, pour avoir encore d'autres questions. Pour Laure, je viens vers toi naturellement. Bon, vous avez remarqué que l'or a commencé à monter alors que les rendements obligataires étaient négatifs, parce qu'au moins l'or ne confisque pas l'épargne. Et malgré le nouveau booster promis par la BCE, l'or a continué de monter au-delà de 1250, 1260 $ l'once. Ça veut dire que même ceux qui pensent qu'il y a de l'argent à gagner sur les actions ou du rendement sur les actions commencent à se dire qu'après 15% repris par exemple, en l'espace d'un mois, a priori on a déjà joué le coup sur les actions. Et le rendement des actions, on le voit depuis maintenant déjà 2 ans aux États-Unis, il baisse. Contré certes par des rachats de titres qui font remonter artificiellement, ou par des entreprises qui empruntent le dividende, mais on a bien conscience que le rendement des actions va également baisser. Et comme on continue de créer de l'argent et que la BCE a dit nos limites, la réaction, évidemment, ça a été un rebond de l'or. Alors maintenant, l'argent, il se passe quelque chose de particulier, c'est qu'on est actuellement au plus grand spread historique entre l'or et l'argent, un spread qui était à son minimum de 14 et qui aujourd'hui est largement au-delà de 30. C'est-à-dire que si on cherche de la protection dans un actif tangible, on peut en plus jouer avec l'argent une contraction du spread avec l'or. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est peut-être plus vers l'argent qu'il faut se tourner, d'autant que les quantités d'argent consommées chaque année excèdent la production. Et on a déjà passé le pic silver depuis très longtemps. Ça fait déjà au moins 15 ans qu'on extrait moins d'argent de la croûte terrestre qu'on en consomme. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argent à la banque ? Là, ici. Oui, il y a des gens qui sont tentés effectivement par l'investissement foncier, acheter des terres, les mettre en fermage. Ça paraît un peu bêta, c'est juste ce que fait la Chine à grande échelle en Afrique, voire au Brésil, avec des propriétés de plusieurs milliers d'hectares, des propriétés qui parfois font même la taille de la France du Nord. Oui, très rapidement, sur le qu'est-ce qui va se passer, vous avez été 2-3 à poser la question, mais ce qui se passe fondamentalement, c'est pas très compliqué, c'est qu'on est en train d'essayer de se battre contre la comptabilité et que la comptabilité va gagner. Quand on est dans une opération de dette, enfin d'emprunt, oublions les intérêts, ça n'enrichit pas, ça n'appauvrit pas. Et vous empruntez 100 000 € à la banque, vous avez une dette de 100 000 € à la banque tout le temps, un jour vous êtes censé rembourser, donc au total ça vous a dépanné dans le temps, mais ça ne vous a pas enrichi, ça ne vous a pas appauvri. Donc ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation où c'est comme si je vous prête 1 000 €.
Bon, normalement, vous êtes censé me dites oui, je vais être prudent. Bon, vous sortez ce soir, vous allez au restaurant, vous claquez les 1000 euros en boîte. Vous ne pouvez pas me rembourser. Vous me dites oui, un jour je te rembourse, mais vous ne pourrez jamais. Et moi, je me dis bon, ok, il m'a dit qu'il va me rembourser, je suis tranquille. On en est là. Les emprunteurs pensent que ils vont être, enfin les prêteurs pensent qu'ils vont être remboursés et les emprunteurs ne peuvent pas rembourser. Donc c'est une situation, moi, elle peut durer longtemps tant que je ne vous demande pas mon argent. Mais on est bien d'accord qu'on ne peut pas être à la fois dans une situation où vous n'avez plus d'argent et où je pense que je vais l'avoir. Donc là, il y a une déconnexion. Et ce qui va se passer par la force des choses, vu les masses, c'est qu'un jour, je vais me rendre compte que vous ne pouvez pas me rembourser et qu'en fait, les 1000 euros, c'était pas un prêt, c'était un don que je vous ai fait. Et c'est ce qui se passera au niveau de l'épargne privée, qui va avoir un énorme haircut, mais qui est la conséquence de prêts déraisonnables qui ont été faits. C'est juste des prêts qui ne sont pas remboursés. C'est un surendettement. Et le surendettement, tant que vous l'alimentez, ça va, mais vous ne reverrez jamais l'argent. C'est ce qui va se passer. Après, à chacun d'être prudent et d'essayer de diversifier éventuellement ses investissements. Mais au global, il y a des quantités phénoménales d'épargne privée qui vont être volatilisées. Encore quelques questions et après on va monter. Je vous invite à ceux qui commencent à avoir soif à monter, à prendre l'ascenseur. On va encore prendre 2-3 questions jusqu'à encore 2 minutes. Alors 2 questions vers le fond. Là on a une question. Allez-y, on avance. Allez-y, une question et une deuxième question. Une question fondamentale, là. Faut-il quitter l'euro? Et quel serait l'état de la France en pareil cas? Dommage que Jacques Sapir soit pas là, il vous aura répondu avec plaisir. 2 questions pour l'euro. Donc une question peut-être un peu béotienne, c'est vous dites les banques impriment de l'argent. Moi j'ai rien vu sur mon compte en banque. Donc à qui est prêté l'argent et comment? C'est un peu béotien, hein. Où est passé l'argent et qui veut parler un peu d'euros? Euro, argent? Où est passé l'argent? Alors, rapidement, quand on dit quantitative easing, c'est l'augmentation de la taille du bilan des banques centrales. Là, il n'est pas l'heure que de faire de la théorie. Vite, on s'en fiche. Mais concrètement, cet argent créé, il sert à faire remonter, à refléter l'ensemble du prix des actifs du reste. Donc, d'une certaine manière, en gros, à faire monter le prix des actions, le prix des mobiliers, baisser les coûts de financement, et donc faire augmenter le prix des obligations. Ça, concrètement, la conséquence directe, pourquoi on fait ça? En théorie, c'est pour générer un effet richesse. L'effet richesse, ça veut dire quoi? C'est j'ai un portefeuille, et globalement le prix monte, donc je me sens plus riche. Si je me sens plus riche, j'anticipe sur mon mouvement de consommation, et donc c'est censé se traduire par de la demande. Et vu que vous savez que la richesse créée dans un pays, c'est 70% de demande des ménages, de dépenses des ménages, mais concrètement, c'est comme ça qu'on boucle la boucle. Sauf que ça, concrètement, c'est pas... Donc il n'y a pas d'argent injecté dans l'économie réelle. Ça reste en fait, et ça se traduit par de l'inflation dans les actifs financiers, dans la valeur n'étant étant une question philosophique entre la rencontre à un moment donné entre une offre d'un bien ou d'un service et la demande associée à ce que vous avez dans la poche pour le valider. Se pose la question des solutions. Pourquoi pas faire de la création monétaire et directement vous filer le pognon? Alors il y a plein voilà, la théorie de l'hélicoptère à étudier, voilà. Pour mon ami Nicolas, il sait que j'adore cette solution, parce que j'ai une maison en Auvergne. Voilà, vous me donnez de l'argent et je fais un trou dans mon sol, je mets une chaudière, je fais de la géothermie par le sol et du jour au lendemain, j'ai plus de fuel à acheter pour chauffer ma maison. Et bien ça, vous faites ça pour toute la France. Donc ça, concrètement, vous ne filez pas un bifton, vous filez une solution technologique pour chauffer votre maison. Alors après, il faut regarder les problématiques techniques, hein, c'est pas mon domaine, c'est le sien. Mais ça peut être un exemple. C'est des choses qui sont étudiées. Plutôt que le filer à travers un intermédiaire financier sur de l'effet richesse, etc., vous dites... Ça vous permet de diminuer votre sensibilité aux autres, puisque vous n'avez pas besoin d'apporter en fait des matières premières fossiles pour vous chauffer. Voilà, ça peut avoir des avantages. Donc c'est une solution qu'il ne faut pas complètement exclure et qu'il faut étudier. Donc à l'état, on ne peut pas répondre, mais pourquoi pas. Oui, sur l'euro, la question exacte était faut-il sortir de l'euro, quelque chose comme ça. Une question qui n'est pas super pertinente. La question c'est l'euro est-il viable? Et ça, la réponse est non. La réponse est non. Et l'euro, ça sera dans l'histoire la pire décision de politique économique et monétaire post-Seconde Guerre mondiale. Ce sera du niveau de ce qui s'est passé dans les années 30. Et ça, c'est très drôle parce que à peu près tous les grands
économistes spécialistes des monnaies, quelle que soit leur philosophie, je dirais, leur obédience, disent tous que c'est une bêtise, et ils le disaient déjà à l'époque. Moi, ce que j'ai lu de plus pertinent, c'était une analyse de Milton Friedman, donc quand même ultra-libéral sur l'euro. Mais vous prenez du Maurice Allais, qui était plutôt libéral-socialiste, et vous avez toujours dit que c'était des bêtises. Et si vous prenez ce qui se passe plutôt sur du côté socialiste, Amartya Sen, Stiglitz, Krugman, tout le monde vous dit que c'est des conneries. L'euro, c'est aussi intelligent que de dire on va se grouper pour acheter des chaussures tous ensemble, parce que quand on se groupe, c'est moins cher. C'est une bonne idée à la base, pourquoi pas. Mais je vous dis, ici, en moyenne, on fait 39, c'est 39 pour tout le monde. Mais vous dites, mais c'est stupide. Parce que, évidemment, tous ceux qui font plus de 39 font très mal aux pieds. Les autres, bon, ils n'avancent pas vite. Mais c'est ce qui se passe. Et le grec, il a de très grands pieds. Et on est au stade où le grec, il se roule par terre avec ses chaussures 39. On le voit. Et Varoufakis se dit, je vais garder les chaussures. Et après, vous dites, qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais la gangrène va régler le problème. La question, elle n'est pas tant est-ce qu'il va y avoir un jour quel politique courageux qui dira que c'est stupide et qu'il faut arrêter. On n'est pas en démocratie, de toute façon vous voyez bien ce qui se passe. Dès que quelqu'un essaye, vous avez toute la commande en tour qui tombe comme sur les Grecs, ou demain, je sais pas, sur des Italiens ou d'autres. La question, c'est un jour ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir mettre 100, 200, 300, 500 milliards sur la table pour sauver l'euro. Et que les Allemands diront non. Et que les Finlandais diront non, que les Italiens diront non. Dire pour avoir une monnaie unique comme ça, en théorie c'est possible. Vous savez, au joyeux monde de théorie, tout est possible. En théorie, tout marche, quoi. Mais pour que ça marche concrètement, il faudrait des solidarités énormes dans la zone. C'est pas la génération la plus égoïste de l'histoire qui va mettre en place des mécanismes de solidarité. Regardez la Grèce. On a prêté des sommes colossales à la Grèce qu'on ne retrouvera pas. On le sait, ils ne rembourseront pas. Mais aujourd'hui, ils sont censés rembourser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si je regarde aujourd'hui le plan d'aide à la Grèce, comptablement, qu'est-ce qu'il est censé nous coûter aux Européens aujourd'hui dans les comptes? C'est simple, c'est zéro. Les Grecs sont censés rembourser tout ce qu'on leur a prêté, et ils sont censés rembourser les intérêts sur ces sommes-là. Et comme aujourd'hui ils n'en payent pas, vu la situation dans laquelle ils sont censés rembourser tous les intérêts qui n'ont pas été payés en 2010, en 2011, en 2013, en 2014, pour qu'on retrouve chaque centime qui a été prêté. Ce qui vous montre que la capacité de solidarité dans la zone euro, aujourd'hui elle est nulle. Un jour on dira ça a coûté 500 milliards. Ok, peut-être. Enfin, sûrement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette solidarité-là. Comme il n'y a pas ça, l'euro, un jour, craquera. Donc, c'est pas est-ce que les pays européens quitteront l'euro, c'est l'euro qui quittera la zone un jour, comme la plupart des. Comme la monnaie yougoslave a quitté Yougoslavie un jour, quand tout ça explose. Alors, une comptabilité saine, c'est des recettes et c'est des dépenses. Donc, dans notre architecture européenne, on voit que grâce à nos petits paradis fiscaux internes, Jersey, Luxembourg, Irlande, etc., vous voyez que depuis que l'euro existe, l'optimisation fiscale a fait chuter de façon absolument dantesque les recettes des pays, les recettes fiscales. Ces pays s'endettent, ça les plombe, et plus on avance, plus l'optimisation fiscale est efficace. Et avez-vous vu tout à l'heure, dans notre présentation, une liste de directives tendant à inverser la vapeur sur l'optimisation fiscale. Donc ça veut dire que l'euro, il est non seulement inadapté parce que c'est du 39 pouces, mais c'est également une chaussure dont on est en train d'arracher les semelles. Là, il ne va plus rester que le dessus de la godasse. Mais sous les pieds, ça fait mal. Parce qu'on avance sur de plus en plus de dettes, et des dettes de plus en plus pointues, aiguisées, et qui font de plus en plus mal aux pieds. Mais on remédie à tout, sauf à l'origine du problème, qui est que pour que des États aient une comptabilité et des budgets équilibrés, il faut que les recettes fiscales soient celles qu'on avait prévues, qu'on attend, et qui sont en train d'être complètement siphonnées par le double sandwich irlandais. Alors, on voyait tout à l'heure que l'Irlande avait parmi les salaires les plus élevés. Je vous parle là du quartier d'affaires de Clontarf, où il y a tous les asset managers, tous les hedge funds, tous les avocats. On va dire que Clontarf, c'est une sorte de super Singapour ou de super Qatar au milieu de l'Europe. Mais pour le reste, l'euro est en train effectivement de mourir également de l'inadaptation fiscale et de la concurrence que se font tous les pays entre eux à ce niveau. Donc je ne sais pas si
Tu vas ajouter quelque Faire chose? l'Europe de la soif. Ah bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.